Pour en parler autour de moi sur ce plateau, Bruno Jeudi, que je ne présente plus, éditorialiste politique BFM TV. Bonsoir à vous. Bonsoir Julie. Que vous soyez là. Maxime Pat, vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée. Et si vous êtes là d'un mot pour qu'on comprenne l'importance de votre présence pour nous ce soir, c'est que vous êtes confronté, vous, au port de l'Abaya dans votre établissement? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on a vu l'an dernier. Et effectivement, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est bien qu'un éclaircissement a pu être apporté sur cette question et on va voir comment ça va être mis en place. Mais je crois que c'était important de le faire. Avec nous également sur ce plateau, Antoine Léaumont. Merci d'être là. Vous êtes député de la France Insoumise de l'Essonne. Vous n'êtes absolument pas d'accord avec la proposition de Gabriel Attal et on va y revenir. On sera également avec Julien Giovacchini, qui est un principal de collège, soulagé par cette proposition de Gabriel Attal. Et puis avec Sophie Guérardi, directrice du Centre d'études du fait religieux contemporain. Bonsoir à vous, madame, également. On va donc tout d'abord juste faire un point avec vous, Bruno Jeudi, sur l'intention politique derrière cette proposition de Gabriel Attal. On est clairement sur une volonté de montrer le retour à l'autorité et de trancher avec le ton de son prédécesseur, Pape Ndiaye. Oui, absolument. Gabriel Attal commence vite cette rentrée et il l'a placé d'abord sous le signe de la clarification, parce que c'est vrai, l'année dernière, il y a eu près de 4500 signalements de faits de port d'abaya dans des établissements, 150 établissements à peu près, ça concerne, il faut le dire, mais dans certains établissements, c'est parfois plus de 100 signalements dans le même établissement et c'est sans doute là que ça posera des difficultés pour l'application, parce qu'il va falloir évidemment que les proviseurs et les principaux soient soutenus. Ce que veut faire Gabriel Attal, qui va publier dans les prochains jours un décret qui va clarifier et va permettre aux chefs d'établissement d'interdire le port de l'abaya qui se trouve se développer énormément ces dernières années et surtout la dernière année avec une progression de plus de 40%. C'est évidemment un acte d'autorité sur quelque chose d'hyper symbolique qui s'appelle la laïcité. La laïcité en France, ça fait partie de notre, j'allais dire, c'est un des fondements de notre République. Alors évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Mais c'est vrai qu'aussi pour Gabriel Attal, c'est un moyen de clarifier une position qui était celle de Pape Ndiaye, mais qui était sans doute plus discret sur le sujet, et une discrétion qui avait un peu viré à l'inaction, même si ces derniers temps, c'était ce qu'on certains lui reprochaient. Et évidemment, pour Gabriel Attal, c'est une clarification qui vient à point nommé, parce qu'il commence, j'allais dire, son magistère. C'est sa première proposition, d'ailleurs. C'est sa première proposition qui lui permet d'asseoir un peu, on voit bien le triptyque de Gabriel Attal, autorité, laïcité, savoir, et il démarre dans la fonction, évidemment, avec l'aval du président de la République, qui, au passage, lui aussi, clarifie cette position. On sait que sur la laïcité, il a été plutôt ballotté entre différentes positions lors du précédent mandat. Sur l'abaya, il n'avait pas vraiment été, pour l'instant, très clair, en tous les cas en public. Cette fois-ci, évidemment, on imagine qu'il a donné l'aval à son ministre de l'Éducation. On rappelle que Pape Ndiaye disait lui-même qu'il voyait une atteinte à la laïcité, mais il disait que c'était au proviseur de trancher, d'évaluer la situation. Et c'est sans doute là que Gabriel Attal peut trouver du soutien auprès des chefs d'établissement qui, pour partie, attendaient cette clarification, et peut-être aussi auprès de beaucoup de Français qui s'étonnaient sans doute que la loi de 2004 ne soit en quelque sorte pas respectée dans les établissements scolaires. Cette loi scolaires. 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école. Si on veut être complet, Julie, il faut dire simplement que cette question de l'abaya fait aussi, parce qu'il y a un problème sur la définition, il y en a certains qui estiment que ce n'est pas un symbole religieux, c'est au minimum un vêtement traditionnel à forte connotation arabo-musulmane. Alors on va en parler justement précisément, mais juste une réaction puisque vous évoquez ces chefs d'établissement qui jusque-là avaient la difficile tâche d'évaluer si oui ou non ils autorisaient ces vêtements. On est avec Julien Giovacchini que j'ai présenté tout à l'heure. Vous êtes donc un proviseur d'un collège. Est-ce que vous êtes soulagé, vous, ce soir ? Oui, bonsoir. Ce qu'il pourrait dire, c'est que, en effet, les annonces sont claires.
il y a le mérite de la clarification dans le discours de Monsieur le ministre. Cela fait 18 mois qu'indépendant ces directions, nous signalons et nous alertons sur ce problème des tenues qui, selon nous, interrogeaient en tout cas sur les atteintes aux principes de laïcité dans les établissements. Et nous sommes contents de cette déclaration parce que ça va dans le sens de la clarification. Comme vous le disiez auparavant, et depuis, ça avait été rappelé par la circulaire du 9 novembre dernier, le fait d'accepter ou pas cet avis dans les établissements revenait au chef d'établissement qui devait prouver l'intentionnalité de prosélytisme, d'affichage d'une foi ou d'un sentiment religieux chez les personnes qui choisissaient de revêtir ce vêtement. Donc c'était là où, pour nous, le bas blessé, puisque comment en arriver à déterminer l'intentionnalité par le port de ce vêtement. Et puis ça surtout, vous est déjà arrivé, pardonnez-moi Julien Giovacchini, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous justement, d'être confronté à ces cas de figure-là ? Oui, j'ai été confronté à ce genre de cas dans mon établissement de manière très anecdotique, puisque on pose aussi le problème du nombre selon les établissements. Tous les établissements ne sont pas forcément concernés selon le même degré. Mais la question se posait de devoir faire reporter sur le chef d'établissement le fait de décider si oui ou non les élèves pouvaient rentrer dans ces tenues, en essayant de prouver l'intentionnalité de prosélyte, on va dire, de ces personnes. Là, c'est ça toute la difficulté. C'est interdit. Alors, mais maintenant, le diable se cache dans les détails, si je peux me permettre cette expression. C'est que comment cette intention, cette déclaration, va-t-elle se traduire dans le texte ? Exactement, et ça on va revenir, et vous avez raison, c'est un sujet important sur l'application de cette proposition parce que ça s'annonce quand même un petit peu complexe. Mais juste avant, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, vous montrez quand même ce que c'est que l'abaya et son pendant masculin, le kami. Voilà, vous allez le voir. L'abaya, c'est donc cette robe islamique qui couvre l'ensemble du corps, à l'exception du visage, des pieds et des mains. Et le kami, c'est donc le pendant masculin, la tunique islamique qui couvre les épaules, le torse et les jambes jusqu'à la cheville. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est un signe religieux, notamment ce vice-président du Conseil du français du culte musulman qui explique qu'on se trompe complètement là-dessus. On l'écoute. Pour moi, l'abaya n'est pas une tenue religieuse. L'abaya, c'est une forme de mode. Qu'ils nous disent quel est le texte par lequel ils veulent interdire et quelles sont les motivations. Et à ce moment-là, nous sommes dans un pays de droit, il y a la justice, il y a le Conseil d'État, il y a plusieurs manières de contester cela. Voilà, lui, il dit qu'on se trompe, Maxime Pat. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie en lycée. Il dit que c'est pas forcément un signe religieux, c'est même peut-être un effet de mode. Vous êtes confronté à ces cas-là dans votre établissement. Quel est votre regard là-dessus ? Moi, j'y mettrais de la tempérance. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu affaire dans la salle de classe et dans la cour de récréation à des jeunes filles qui portaient l'abaya. Alors, ce que je dis vraiment est une réalité, c'est-à-dire que vous allez plus voir des abayas en mai qu'en décembre. Et ça, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire qu'à travers cela, nous, moi, quand je vois des élèves qui portent l'abaya, il n'y a pas véritablement, et je vous le dis sincèrement, je sens une revendication religieuse, un caractère religieux purement. Et c'était ça aussi la difficulté des chefs d'établissement, c'est de distinguer est-ce qu'une jeune fille va mettre l'abaya le mercredi et pendant 2 semaines elle va plus le mettre, ou il y a la répétition du port de l'abaya qui... Donc nous, dans nos classes, c'était très difficile à voir puisqu'on n'a pas les élèves tous les jours. On ne les voit pas tout le temps, on a des journées, on les voit, il y en a d'autres non. Donc on n'est pas là pour juger de l'intentionnalité. Vous imaginez, avec 35 élèves dans ma salle de classe, je ne vais pas commencer à juger l'intentionnalité de chaque élève. Mais c'est pour ça que quand même, le fait que le ministre puisse donner une directive commune, ça va faire du bien, notamment pour les chefs d'établissement. Alors pour les enseignants aussi, parce que comme ça, c'est plus clair aussi. Il fallait éclaircir la situation. Mais on voyait que la situation devenait gênante, voire un peu explosive en mai, juin dernier, très sincèrement.
Vous en aviez dans quelle proportion dans votre établissement? Est-ce que vous êtes à même de donner un chiffre, qu'on ait une idée? C'est très difficile de juger. Tout dépend de l'environnement. Si vous avez un public multiculturel en face de vous, c'est très difficile. Mais je vous dis, je ne peux pas vous donner de chiffres comme ça à la volée, j'en connais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous en avez plus, encore une fois, au printemps qu'en plein hiver. Et ça, c'est une réalité. Après, voilà, il ne faut pas être naïf non plus. Il y a parfois eu de l'intentionnalité. Il y a aussi de la récupération derrière. On ne va pas se le cacher. Il peut y avoir de la récupération politique derrière parce que c'est aussi une question politique. Et je crois qu'encore une fois, l'éclaircissement va faire du bien en septembre de l'avoir. Mais Bruno Jeudi l'évoquait, on parle de 150 établissements, alors c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même présent. Et dans certains établissements, c'est vrai que la proportion est assez importante. Il y a cette interview dans le Figaro aujourd'hui d'un professeur justement d'histoire géo qui dit on a vu des lycées avec 150 à 200 abayas à Lyon par exemple, sur un établissement d'1 millier d'élèves, donc statistiquement la moitié environ sont des filles. Cela veut dire qu'une fille sur deux le porte. Et puis il va plus loin, il dit cette situation crée une pression sur les professeurs. Quand un enseignant est en classe avec 7 ou 8 élèves vêtus d'une abaya en face de lui, pensez-vous qu'il va oser parler librement? Beaucoup nous disent qu'il s'auto-censure. Est-ce que ça a déjà été votre cas? Objectivement, non. Je suis vraiment dans un relationnel de confiance avec mes élèves. Il y a des questions qui sont plus, on va dire, compliqué, même s'il faudrait un autre mot, quand vous faites les mémoires de la guerre d'Algérie, quand vous faites les mémoires de la Shoah, quand vous traitez des questions de la laïcité, vous savez que ce sont des questions épineuses parce que ces dernières années, on connaît les faits divers qu'il y a eu, mais encore une fois, il ne faut pas en faire une généralité. Ce serait vraiment dramatique si l'enseignant commençait à se censurer. Bien sûr qu'il en parle certainement différemment d'il y a 10 ans. C'est une réalité, mais encore une fois, j'ai reçu d'ailleurs des messages d'élèves qui disaient « mais avec vous, monsieur, on en a parlé et il y avait de la confiance, on a pu parler de ces questions assez librement ». Tout dépend comment c'est amené en classe. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté. Moi, j'ai entendu des collègues qui me disaient sur ces questions-là, on a des remarques d'élèves, on a des questionnements qui sont un petit peu ambigus. Il y a aussi cette réalité. Mais moi, je vous dis, mon expérience en classe, c'est celle de prendre le temps d'en parler. C'est pas toujours simple, mais quand le dialogue il est là, je crois que c'est possible. Alors, beaucoup de réactions politiques. C'est plutôt salué à droite, évidemment. Pas du tout, en revanche, du côté de la France insoumise. Plusieurs réactions à vous montrer. Jean-Luc Mélenchon, notamment, qui emploie des mots très durs. Tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion, entièrement artificielle à propos d'un habit féminin. À quand la paix civile et la vraie laïcité qui unit au lieu d'exaspérer? Et puis, autre réaction, celle de Clémentine Autain, députée la France Insoumise. Jusqu'où ira la police du vêtement? La proposition de Gabriel Attal est anticonstitutionnelle, contraire aux principes fondateurs de la laïcité, symptomatique du rejet obsessionnel des musulmans. On est là sur le plateau avec Antoine Léaumont, député de la France Insoumise de l'Essonne. C'est de ça qu'il s'agit, selon vous, c'est une stigmatisation des musulmans? Oui, et je dois dire que Gabriel Attal a réussi son coup, puisque son objectif est qu'on parle d'autre chose que des questions qui sont celles, effectivement, de la rentrée. Alors, à la rentrée, il y a des questions qui sont posées sur les fournitures scolaires. On a 3100 classes dans lesquelles on n'a pas de professeurs à mettre en face des classes. Dans mon département, l'année dernière, j'avais 1000 élèves sans affectation et on a dû attendre plusieurs mois avant qu'ils aient des affectations. Mais tout ça, c'est pas des problèmes finalement. Il y a aussi la question du salaire des enseignants. Dans l'OCDE, il faut savoir que le salaire des enseignants a augmenté d'environ 11% dans les 15 dernières années. En France, il a baissé de 2 à 6%. Oui, donc vous dites que là, c'était pas la priorité, quoi. Déjà, je dis qu'il essaye de faire en sorte qu'on parle d'autre chose que ce dont il est responsable, à savoir faire en sorte qu'il y ait bien des enseignants devant les élèves et que les élèves aient bien des classes et que les professeurs soient payés correctement. Premier point. Mais deuxièmement, c'est une stratégie politique et il ne faut pas se voiler la face. Pourquoi est-ce que Gabriel Attal fait-il cela? Il le fait à la fois pour essayer de diviser la NUPES, c'est toujours plus ou moins leur objectif. Il le fait aussi dans une compétition interne à la Macronie pour essayer de doubler Darmanin par sa droite, puisqu'ils ont déjà commencé l'élection présidentielle a priori, et que c'est ça leur seul sujet qui les concerne aujourd'hui. Mais surtout, il y a une manière de voir la laïcité qui est une manière qui est contraire à l'idée de laïcité. La laïcité n'est pas un outil de guerre civile, ça n'est pas un outil de division.
c'est un outil d'unité, de paix civile, et j'irais jusqu'à dire un outil d'amour. C'est-à-dire que la laïcité a été créée, c'est un outil qui a été inventé au fil des ans dans un pays qui a connu des guerres de religion, qui a connu un antisémitisme forcené, qui a même été au pouvoir avec le régime de Vichy. Et dans ce pays qui a connu tout cela, nous avons décidé d'inventer la laïcité précisément pour que chacun puisse exercer sa religion librement. Et nous avons des règles dans notre pays. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit que chacun peut exercer ses opinions comme il l'entend, même religieuses, pourvu que celles-ci ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. C'est bien ça la question qui est posée. Est-ce que ces abayas troublent l'ordre public? La réponse est non. Qui trouble l'ordre public avec ces abayas? Les racistes qui visent précisément, ou les islamophobes qui visent précisément des jeunes femmes en disant qu'elles porteraient des tenues qui seraient contraires à la laïcité. Mais vous l'avez très bien dit, il est difficile de dire si certaines jeunes filles les portent parce qu'elles jugeraient que c'est une tenue religieuse, ou bien si c'est un effet de mode et que certaines décident de les utiliser. Je veux aller jusqu'au bout de ça, mais quand le Conseil français du culte musulman nous dit que ça n'est pas une tenue religieuse, et que la loi de 1905 nous dit que l'État ne reconnaît aucun culte, ça veut dire que l'État n'a pas la capacité à reconnaître un culte. Comment l'État peut-il d'un seul coup avoir cessé sa cécité sur les cultes et pouvoir nous dire voici un vêtement qui est un vêtement religieux? Et après ce sera quoi? L'année dernière c'était les crop tops. Combien de temps on va embêter les jeunes femmes avec leur tenue vestimentaire? Combien de temps on va leur dire qu'il faut des vêtements plus longs ou plus courts en fonction de savoir si c'est de la pudibonderie ou de savoir si c'est une atteinte à la laïcité? Mais il y a quand même des chiffres, voilà, notamment cette note des services de l'État. Qui parle quand même d'une très forte augmentation des atteintes à la laïcité. Et c'est peut-être ça... Mais quel est le rôle de l'école? Le rôle de l'école, c'est précisément d'enseigner ce qu'est la laïcité, de la faire comprendre précisément comme un outil de paix civile et comme un outil qui permet à chacun d'exercer sa religion comme il l'entend. Mais vous savez, moi, je regarde vos images depuis tout à l'heure. Je vois des jeunes femmes en abaya. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois des jeunes femmes en abaya avec un voile qui, quand elles rentrent dans l'établissement, enlèvent leur voile. Parce que précisément, eh bien, ce que dit la loi de 2004, c'est que ce sont les tenues religieuses qui sont en cause. Et que, à mon sens, l'abaya n'est pas une tenue religieuse. Et vous l'avez assez bien dit en disant que finalement, on en voit plus en mai et juin que le reste de l'année. J'aimerais quand même qu'on commande ces chiffres que vous voyez là à l'écran sur les atteintes à la laïcité depuis 2020, plus 120% entre l'année scolaire 2021-2022 et l'année scolaire qui vient de s'écouler. Pareil pour le port de signes et de tenues qui a augmenté de plus de 150%. Je voulais faire réagir, si vous le permettez. Je peux juste vous dire une chose sur ça, parce que simplement un mot, mais qu'est-ce qui se passe entre l'année scolaire dernière et celle-ci? C'est précisément la circulaire de Papendiaï de novembre 2022 qui dit que les abayas, on ne sait pas trop si c'est oui ou non des trucs religieux et qui donc, par nécessité, augmentent... Derrière, les jeunes font de la provoque. Mais enfin, si jamais... Non, c'est pas ça, mais c'est que si jamais on dit... Je peux vous la lire, la circulaire. Même s'il ne s'agit pas d'une tenue religieuse par nature, le port d'un vêtement peut revêtir un caractère religieux éventuel, bien qu'il faille apprécier cette utilisation au regard du comportement de l'élève. À comparer les croc-tops avec une abaya, je suis désolé. Non, mais dans votre argument, il y a comme quelque chose qui ne va pas du tout. Vous nous dites que l'abaya, pour vous, dans votre esprit, c'est la taille des vêtements. Je ne crois pas du tout. Je crois que le croc-top, c'est une mode et que l'abaya, c'est une... Non. Moi, c'est ce que je vous dis. Ça a une signification. Moi, c'est ce que je vous dis. Signification religieuse. Quelle signification traditionnelle et religieuse. Quelle signification religieuse a un vêtement qu'on enlève 8 mois de l'année sur 10? Non, vous n'en savez rien. C'est ce que vient de début de l'année scolaire, les signalements ont commencé depuis le début de l'année scolaire. Moi, j'en ai discuté avec des jeunes filles qui portent l'abaya. Des proviseurs et des principaux. Est-ce que vous avez reçu des jeunes femmes qui portent l'abaya? Parce que moi, j'ai discuté avec des jeunes femmes qui portent l'abaya. Mais qu'est-ce que vous croyez? Moi, j'ai discuté avec elles. Non, mais j'en sais rien. Et on a attendu leur témoignage tout au long de la journée, d'ailleurs, ici aussi sur BFM. Juste, je voudrais entendre la réaction de Sophie Guérardi qui nous attend, qui, je le rappelle, est directrice du Centre d'études du fait religieux contemporain. Quelle est votre analyse là-dessus? Comment vous expliquez cette explosion des chiffres, plus de 150% d'augmentation d'atteinte à la laïcité? Ce sont les chiffres donnés par cette note des services de l'État. Comment on l'explique? Bon, alors moi déjà, je conteste beaucoup l'idée d'atteinte à la laïcité, mais c'est pas notre sujet ce soir. L'augmentation, je crois qu'elle est visible même dans l'espace public. Il faut, moi je pense que on est en train de se tromper de thème, c'est-à-dire qu'en disant que c'est un problème de laïcité,
on ne voit pas que c'est en réalité, selon moi, un problème politique. En France, les religions sont considérées comme une catégorie du politique depuis Philippe le Bel. Ça n'a pas commencé avant-hier. Donc, quand on voit un nombre considérable de jeunes filles qui, tout en même temps, se mettent à porter ce vêtement qui, quand même, fait l'objet d'une bagarre dans énormément de pays, pas seulement en France, pas seulement en Occident, dans beaucoup de pays musulmans. Et nous avons actuellement en Iran une lutte à mort, on pourrait dire, entre le régime des mollahs, cette théocratie musulmane, qui est quand même à l'origine de toute la résurgence des tenues islamiques dans le monde, et une partie de sa population. Donc il n'y a aucun sursaut religieux autour de cette histoire d'abaya, il y a de la manipulation de jeunes. Ça, c'est mon avis. Donc, je considère que la République, elle a à se défendre en tant que République et pas sur la base religieuse. Je trouve que là, c'est quelque chose qui nous fait tourner en rond. C'est-à-dire quand M. Léaumont dit, à juste titre, que la laïcité a été conçue comme un apaisement dans une querelle entre les catholiques et la République, il l'a pas dit précisément, mais c'est comme ça que c'est né, eh bien c'était vrai, et que l'article 1 de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, elle dit la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Donc quand on dit aux gens, au nom de la laïcité, vous pouvez pas vous habiller comme ça parce que c'est religieux, et alors ils disent, mais alors c'est quoi la laïcité? C'est la liberté religieuse. Vous comprenez bien que on se mord la queue. Enfin, ça tourne en rond. Alors qu'en réalité, quand Gabriel Attal dit notre école est testée, quand il dit l'abaya n'a pas sa place dans nos écoles, eh bien, il prend juste une attitude républicaine ferme. La République ne veut pas voir ça dans son école. Elle n'a pas besoin de chipoter, pas besoin de dire que c'est si le signe est religieux ou pas. J'ai envie de vous renvoyer à des textes qui ne sont pas les lois de laïcité, ni même la loi de 2004, mais les circulaires Jean Zay, qui ont été prises sous le Front populaire par le ministre socialiste de l'Éducation, Jean Zay. Eh bien, Jean Zay disait il y a des tentatives pour manipuler des jeunes esprits. Elles doivent être combattues. Toute manipulation politique des jeunes esprits doit être combattue. Tous les signes, à l'époque, il ne disait pas forcément religieux, tous les signes qui manifestent une appartenance qui peut agiter et créer du désordre et de mettre en péril la paix scolaire doivent être combattus. Et enfin, si ces signes politiques sont aussi se manifestent par du prosélytisme religieux, ça doit aussi être combattu. Merci. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. La laïcité n'a rien à voir là-dedans. La République est attaquée. Enfin, notre modèle finalement libéral occidental est attaqué. Il est attaqué mondialement. C'est un effort de